à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au sommet du pouvoir, nous sommes en Allemagne 1934. Le régime semble plus fort que jamais. Mais en coulisses, la méfiance grandit. Un homme inquiète. Puissant, influent, incontrôlable. On ne parle pas d'Adolf Hitler. On parle d'un autre personnage, un peu plus dans l'ombre, qui est passé à la postérité comme le chef des SA. Je parle de Ernst Röhm, tout-puissant chef des SA. Il dirige des centaines de milliers d'hommes et rêve d'une révolution plus radicale. Mais ses ambitions dérangent. Et au sommet du pouvoir de l'Allemagne, Adolf Hitler doit faire un choix, soutenir son ancien allié et ami, ou alors l'éliminer avec l'aide des SS. Dans la nuit du 30 juin 1934, tout bascule. Arrestation, exécution, règlement de compte. C'est la nuit des longs couteaux. Une purge sanglante va consolider le pouvoir du régime nazi, mais aussi révéler sa véritable nature. Comment le chef des SA est-il devenu une cible et un personnage indésirable? Et pourquoi sa chute marque-t-elle un tournant décisif dans l'histoire du Troisième Reich? Vous voulez le savoir? Partons ensemble visionner cette vidéo. Mais avant, comme promis, et comme vous me l'avez demandé, la présentation d'un livre sur Ernst Röhm. Car la plupart des hauts dignitaires nazis sont immensément célèbres. On songe tout de suite à Goebbels, Göring, Himmler. Mais le chef des SA, Ernst Röhm, passe un peu au second plan par rapport au chef de la Luftwaffe ou le maître absolu des SS. Au sein de ce panthéon, Röhm fait figure d'illustre inconnu. L'avez-vous déjà entendu parler? Connaissez-vous ce personnage? Dites-le moi en commentaire. Mais alors, qui est vraiment Ernst Röhm? Et surtout, quelles ont été les véritables raisons de son assassinat? Était-il trop ambitieux? Était-il, comme on l'a longtemps prétendu, victime collatérale du dessein des chefs de la SS? S'appuyant sur des sources inédites et de première main, notamment des documents privés fournis par le neveu de Ernst Röhm, cette biographie des éditions Perrin fait la lumière sur un personnage clé de l'ascension d'Adolf Hitler. Ernst Röhm fait partie des premiers à soutenir Hitler. Il fait partie du putsch de la brasserie, ancien chef de compagnie pendant la Première Guerre mondiale. Vous voulez en savoir plus sur ce personnage un peu entré dans l'ombre? Je vous invite à venir avec moi tout de suite. Né à Munich en 1887, Ernst Röhm grandit dans une Allemagne impériale où l'institution militaire jouit d'un prestige social considérable. Il opte très tôt pour la carrière des armes, rejoignant l'armée bavaroise avant la guerre. Cet ancrage bavarois compte. La Bavière de l'après 1918 devient un foyer majeur de contre-révolution, de milices et de complots nationalistes. Un écosystème politique où Röhm se sentira chez lui. Sa socialisation d'officier façonne durablement sa vision du monde. Hiérarchie, camaraderie virile, valorisation de l'action directe, mépris du compromis parlementaire. Ces traits ne suffisent pas pourtant à expliquer son engagement ultérieur. Mais il aide à comprendre pourquoi il privilégiera l'organisation paramilitaire plutôt que le parti traditionnel comme outil de conquête et d'exercice du pouvoir. La Grande Guerre joue un rôle matriciel pour Ernst Röhm, comme pour une partie de sa génération. Blessé à plusieurs reprises, décoré, il sort du conflit avec une identité de combattant qui se transforme en capital politique, comme je vous en parlais au début. Dans l'Allemagne vaincue, l'expérience du front nourrit chez beaucoup d'anciens soldats l'idée d'une nation trahie et humiliée, ainsi qu'une disponibilité à la violence politique. Cette culture de guerre
a deux effets importants. D'abord, elle fournit des réseaux, anciens combattants, officiers démobilisés, groupes paramilitaires, qui vont structurer l'extrême droite allemande. Ensuite, elle confère une légitimité symbolique à ceux qui se présentent comme les héritiers de la camaraderie des tranchées. Ils s'opposent à leur expérience sacrificielle aux politiciens de la République de Weimar, accusés d'impuissance, voire de trahison. Après 1918, l'Allemagne est traversée par des conflits sociaux et politiques très intenses. En Bavière, les affrontements entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires sont particulièrement violents. Les corps francs, formation d'anciens soldats plus ou moins liés à l'armée, jouent un rôle central dans la répression des mouvements de gauche et dans la construction d'une culture politique de l'ennemi intérieur. Ernst Röhm s'inscrit dans ce milieu. Grâce à ses positions et ses relations, il agit comme un intermédiaire entre des cercles militaires, des réseaux nationalistes bavarois et des groupes paramilitaires. Ce type de passerelle est décisif. Il permet de canaliser les hommes, de permettre de passer des armes, des financements et des opportunités d'action au profit d'organisations en quête de puissance et de reconnaissance. Le putsch de novembre 1923 à Munich marque une étape décisive. L'échec de ce coup de force entraîne l'interdiction temporaire du parti et de ses organisations paramilitaires. Mais cet épisode contribue aussi à transformer en cause nationale le mouvement paramilitaire via le procès et la publicité autour d'un personnage jusque-là méconnu, Adolf Hitler. Pour Ernst Röhm, cette période est celle d'un militant organisateur qui pense la politique comme une épreuve de force et non comme une compétition électorale ordinaire. La SA, ou section d'assaut, se développe alors comme une structure hybride. Officiellement, un dispositif de protection des réunions, elle devient rapidement un instrument d'intimidation, de propagande par la violence et de conquête de l'espace public. Cette logique répond à une stratégie claire, briser physiquement les adversaires politiques, occuper la rue, polariser et dramatiser la confrontation, afin de faire apparaître le parti comme le seul capable de restaurer l'ordre. Ernst Röhm rencontre Adolf Hitler dans le contexte munichois de l'extrême droite de l'après-guerre. Lorsque le mouvement nazi n'est encore qu'un tout petit parti, il apporte à Hitler ce qui manque à beaucoup d'agitateurs publics, des relais, des compétences d'organisation et surtout l'accès à des hommes capables d'assurer le service d'ordre. Entre les débuts des années 1920 et l'arrivée des nazis au pouvoir, la SA remplit plusieurs fonctions complémentaires. Protection des meetings, encadrement militaire, démonstration de force lors des défilés et des rassemblements, affrontement avec les organisations rivales, notamment les communistes, encadrement militant, intimidation des adversaires. La violence n'est pas un effet secondaire, elle devient un langage politique, une manière de prouver la détermination du mouvement et de recruter des hommes attirés par l'action. La massification de la SA s'explique aussi par la crise sociale. Chômage, déclassement, ressentiment contre la République de Weimar et le traité de Versailles. Dans ce contexte, la section d'assaut propose une appartenance, une discipline collective et un sentiment de puissance à des individus en perte de repères. Quand le parti nazi se renforce électoralement, la SA agit comme son bras armé, contribuant à un climat de violence qui fragilise davantage le jeu démocratique. Ernst Röhm n'est pas en permanence à la tête de l'organisation, il faut le souligner. Dans toute cette période, après des désaccords sur l'orientation du mouvement, il s'éloigne, puis part à l'étranger avant de revenir au tournant de 1930. Ce va-et-vient est révélateur. Pour Röhm, l'enjeu central n'est pas seulement la victoire électorale, mais la transformation révolutionnaire de l'État et surtout
la place des forces armées dans cette transformation. Ernst Röhm veut étendre la révolution, un peu comme Trotsky en Russie. Je vous invite à voir ma vidéo entre Trotsky et Staline pour faire un comparatif entre Hitler et Ernst Röhm. De retour en Allemagne, Ernst Röhm est officiellement nommé chef d'état-major de la SA en 1931. Il réorganise, étend l'organisation à une échelle inédite. À la veille de l'arrivée de Hitler à la chancellerie en janvier 1933, la SA est déjà une force de masse. Après la prise de pouvoir, elle continue de s'étendre, revendiquant un rôle central dans la révolution nationale socialiste. Ernst Röhm incarne alors une ligne que l'on peut résumer par l'idée de seconde révolution. Au-delà de la conquête du gouvernement, il s'agit de transformer la société et de redistribuer les positions de pouvoir. Cette perspective entre en collision avec la stratégie de Hitler qui cherche à consolider son autorité tout en rassurant l'armée, l'appareil d'État traditionnel et des soutiens conservateurs. Un point cristallise le conflit, la place de la SA face à l'armée régulière. Dans la logique de Röhm, la SA, qui compte alors des centaines de milliers d'hommes, puis bien davantage, doit devenir le noyau d'une armée populaire. Pour l'état-major allemand, c'est inacceptable. La Reichswehr se voit comme l'institution garante de la continuité nationale et elle refuse d'être supplantée. À l'intérieur même du mouvement, Ernst Röhm est aussi fait face à un rival. La SS, dirigée par Heinrich Himmler, qui cherche à se distinguer de la SA et à devenir l'instrument privilégié du Führer. Dans ce jeu de concurrence, la question n'est pas seulement idéologique, elle est institutionnelle et personnelle. À l'été 1934, la confrontation atteint un point de rupture. Hitler a besoin de l'armée pour consolider son pouvoir et préparer ses objectifs de réarmement. Or, la Reichswehr exige une clarification. La SA doit être contenue. Dans le même temps, les rivaux de Ernst Röhm au sein du régime alimentent l'idée d'un complot, une opération d'élimination. La purge, connue sous la nuit des longs couteaux, se déroule du 30 juin au 2 juillet 1934. Röhm est arrêté, détenu à Munich, puis exécuté à la prison de Stendenhaln. L'opération ne vise pas seulement la SA, elle sert aussi à régler des comptes plus larges, tout en supprimant d'autres adversaires politiques. Le message est clair et net. Dans le nouvel État, la violence d'État peut frapper à l'intérieur même du parti sans contrôle judiciaire effectif. La justification officielle présente les exécutions comme une mesure de salut public destinée à prévenir une trahison et à restaurer l'ordre. Dans les faits, la purge opère une reconfiguration du régime. Elle affaiblit durablement la SA, renforce la SS et rassure l'armée. Elle confirme aussi le statut de Adolf Hitler comme arbitre suprême des conflits internes. Un arbitre qui peut décider de la vie et de la mort de ses proches compagnons. Il faut rappeler que Ernst Röhm était un ami personnel de Hitler. Après juillet 1934, la SA n'est pas dissoute, mais elle est marginalisée. Elle perd son autonomie politique, sa capacité d'initiative et une partie de son prestige. À l'inverse, la SS gagne en importance. Elle se présente comme une force d'élite, disciplinée, directement loyale à Hitler et progressivement chargée des missions de police politique et de terreur d'État. La purge contribue également à sceller un compromis avec l'armée. En neutralisant la menace d'une milice concurrente, Hitler obtient la coopération et l'adhésion de la Reichswehr. Ce rapprochement est crucial pour la suite. Le réarmement et la militarisation de l'Allemagne nécessitent l'expertise, les structures et l'encadrement de l'institution militaire traditionnelle. Sur le plan politique, l'opération montre que le régime nazi ne se limite pas à un pouvoir au parti. Il devient un système où l'État se confond avec le parti
et où la décision personnelle du Führer prime sur les procédures légales et judiciaires. La figure de Ernst Röhm est difficile à saisir parce qu'elle a été très tôt prise dans des usages politiques. Le régime nazi a tenté de présenter la purge comme une action légitime contre des traîtres. Après 1945, Röhm apparaît souvent comme l'exemple d'un révolutionnaire éliminé par Hitler devenu homme d'État. Or, cette opposition peut être trompeuse. Elle risque de minimiser la cohérence globale du projet nazi et de surestimer l'existence d'une alternative plus sociale qui aurait été moins violente ou moins criminelle. Enfin, la mémoire de Ernst Röhm est traversée par des questions de moralisation et de scandale, liées notamment à l'exploitation politique de sa vie privée par ses ennemis. En définitive, Ernst Röhm fut un acteur central du régime nazi, des origines, organisateur, recruteur d'une force paramilitaire dont la violence a contribué à déstabiliser la République de Weimar et à faciliter la prise de pouvoir d'Hitler. Mais une fois le régime installé, les ambitions de la SA et la stratégie de Ernst Röhm, notamment l'idée de transformer la SA en cœur d'une nouvelle armée, entrent en contradiction directe avec les besoins de consolidation d'Hitler. Donc, en finale, les idées et les ambitions de Röhm dérangent. La nuit des longs couteaux n'est donc pas un simple épisode de brutalité. Elle marque un tournant institutionnel où Hitler arbitre en faveur de l'armée et surtout de l'ASS et prouve que la révolution nazie peut dévorer ses propres fondateurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.